14h30, session parfum s'ouvre. Je ne sens que de bonnes odeurs autour de moi. J'espère que vous avez bien mangé, que vous n'êtes pas en sieste postprandiale. Mais le thème étant charmant, vous allez vous laisser bercer de paroles et d'effluves de parfums. Comment ne pas faire le pont avec ce que nous avons entendu ce matin, les bijoux, et maintenant les parfums, avec un homme à qui je voudrais rendre hommage, rien de moins que René Lalique, verrier, joaillier du temps de l'Art Nouveau, qui a su faire de superbes bijoux avec beaucoup de représentations animalières ou corporelles, et qui est passé au flaconnage de parfums en reproduisant un petit peu ces mêmes thèmes. Regardez ici quelques fleurs. Ici, un papillon sur des ailes sur corps de femme que vous retrouvez sur un bijou et sur un flacon. Une cigale. Toujours la thématique des ailes de l'envol, que ce soit par l'éclat d'un bijou ou par les fragrances qui s'échappent d'un flacon. Bijou. Ici, qu'est-ce que vous diriez? Un flacon? Un vase? Non, c'est un collier. C'est un tour de cou. Ici, 2 flacons. Et spécialement pour mon épouse, qui est une amoureuse des pivoines, un flaconnage pivoine. Voilà, c'était un petit coup de chapeau. Alors là, maintenant, je vais prendre quelques instants pour vous parler d'une histoire qui est celle du numéro 5 de Chanel. Et je voudrais dédier cette conférence à quelqu'un qui est présent ici. Elle a été styliste chez Kenzo, puis chez Christian Lacroix, enfin chez Chanel. Et il y a des années, elle m'avait raconté tout ce qui faisait la spécificité, non pas dans le caractère du parfum, je ne suis pas habilité à le juger ou à l'apprécier, mais tout ce qui avait été révolutionnaire à travers un tas de choses dont on va parler dans le flacon et dans le parfum numéro 5 de Chanel. Cette dame s'appelle Bénédicte Julien et je suis très sensible à sa présence ici aujourd'hui. Numéro 5 de Chanel. Histoire d'un parfum, c'est l'histoire d'un parfum qui révolutionne les codes de la parfumerie. On a vu que... Alors hier j'ai parlé de Jean Poiret, parce que je suis un amoureux du théâtre, donc Jean Poiret, non c'est Paul Poiret le couturier, ce fameux grand homme qui, dans la haute couture, a fait rentrer le département parfumerie. Il a travaillé avec beaucoup de parfumeurs, il n'a pas bousculé les codes de cet antre assez fermé qui était celui de la parfumerie poudrée, protégée. En revanche, en 1921, une dame dotée d'un sacré caractère, Madame Gabrielle Chassenel, qu'elle a transformée en Coco Chanel, est venue, elle, avec un esprit révolutionnaire, pour faire un parfum, disait-elle, de femme à odeur de femme. Et son slogan, nous le verrons tout à l'heure, pour faire ce parfum, elle a appelé un monsieur qui s'appelle Ernest Beau et qui était parfumeur de la cour des Tsars. Son slogan, c'était « Une femme devrait porter son parfum partout où elle souhaite être embrassée ». La décence m'a imposé cette image. Numéro 5, c'est une révolution en tout. C'est le parfum des premières fois. On va rapidement les égrener. Révolution dans la composition multiple du parfum. Jusqu'alors, la mode était au soliflore. On avait un parfum à la rose. Je fais attention à ce que je dis parce que j'ai Céline Héléna devant moi qui est grande spécialiste, et Elisabeth de Fédot qui ne doit pas être loin. Donc je fais très attention et je les laisse me reprendre si je dis quelques bêtises. Donc, on était dans les soliflores, on se parfumait à la rose, au jasmin, à la pivoine, à la violette. Et
Coco Chanel a demandé à Ernest Beau un parfum qui soit un mélange, mais qu'on ne rattache pas à une fleur en particulier. En allant toujours plus loin dans l'enrichissement de son parfum avec le jasmin, qui pour elle était l'essence dominante que l'on ne devait pas repérer, mais qui était tellement rare qu'elle voulait déjà en grande quantité. Mais elle associait la rose de mai, elle associait le vétiver d'Haïti, le ylang-ylang, le bois de santal, la fleur d'oranger, l'essence de néroli, les fèves tonka, un mélange finalement de 80 senteurs pour faire un bouquet d'où rien ne ressortait si ce n'était une odeur sublime. Alors, il y a des notes de tête, des notes de cœur, des notes de fond, toute une dialectique corporelle, et c'est assez amusant qu'en parfum on soit si près du corps, mais pas étonnant. Les notes de tête sont celles qui partent, qui se dissipent en quelques 2 heures, notes de cœur à peu près 4 heures, et les notes de fond, à la louche, à peu près 12 heures. Révolution dans l'alchimie des senteurs par la magie des aldéhydes. On connaissait déjà les aldéhydes, mais on ne les utilisait pas à ce point. Et Ernest Beau a eu l'intelligence d'apporter ce composant au sein de son parfum, composant de synthèse qui exalte les parfums comme le citron va réveiller la fraise. Eh bien, le rôle des aldéhydes, c'est ça, tout à la fois également de tout mêler, de faire un brassage des senteurs et faire que ça brouille les pistes, que les fragrances se mélangent, un peu comme le ferait une gomme sur un dessin pour en estomper les contours et enlever la force prégnante du trait. Voilà, on gomme. Révolution dans l'appellation du parfum. Jusqu'à présent, on trouvait des noms un petit peu alambiqués, romantiques, qui évoquaient, là, un chiffre, numéro 5. Pourquoi? Alors, ce numéro 5, ce n'était pas par un jeu de dés, un jet de cartes. C'est parce que, disent certains, Madame Chanel a opté pour le 5e échantillon que lui a proposé M. Ernest Beau. D'autres exégètes disent que c'est parce qu'elle était toujours fanatique de ce chiffre 5, que ses collections, elle les présentait le 5 mai. Et effectivement, c'était son chiffre fétiche, qui est également la quintessence des alchimistes, qui est le 5e élément, cet éther qui est au centre de tout et qui unit tout. Voilà les alchimistes. Et qui se prononce par cette lettre hébraïque « Hé » et qui est représentative du souffle divin. Révolutionnaire également dans le flaconnage. Jusqu'à présent, vous avez vu, on avait des flacons très beaux, Art Nouveau comme tout à l'heure, dans les mains de René Lalique, il y en avait d'autres. Elle a opté pour une simple fiole, très simple, très sobre, mais une sobriété certainement qui lui a aidé à traverser le temps avec des petites adaptations. Vous voyez, le flacon original de 1921 n'est pas tout à fait le même que maintenant, mais on reste quand même dans une parfaite épure, avec un bouchon qui reproduit le plan de la place Vendôme, une taille en diamant. Voilà, donc une évolution, vous la voyez, certaine, mais à peine imperceptible, comme d'ailleurs les parfums peuvent un tout petit peu changer dans leur composition, on en retrouve l'âme, mais il y a des petits changements, et peut-être que ça, tout à l'heure, Céline nous en parlera plus en détail. Et un packaging simple, une boîte blanche, cerclée de noir. Révolution dans le succès d'un parfum. Ça a été pris comme emblème d'un temps, c'est rentré au MoMA, en 59, si mes souvenirs sont bons, et ça fait l'objet dans les mains d'Andy Warhol de toute une série de sérigraphies. Donc c'est devenu une pièce d'art. À la guerre, les GI se précipitaient, 31 rue Cambon, pour acheter à la boutique de Coco Chanel le flacon emblématique qu'ils allaient ramener à leur fiancée, à leur épouse. Et tous les pays ont été demandeurs de cette fragrance. Le Japon, un tas de pays, et il y a eu une mondialisation qui fait qu'aujourd'hui, à travers le monde, au moment où l'on parle, là, se vend un flacon de numéro 5 toutes les 30 secondes. Je parle au directeur d'Exis qui doit se dire,
ils ont le sens de la communication, ils savent faire des affaires. C'est quand même pas mal. Madame Coco Chanel avait un sens des affaires terrible, mais elle était, on n'est pas là pour en parler, mais quand même tueuse, pas complètement fréquentable, même si elle avait certaines bonnes idées. Révolution dans la communication dans le monde du parfum, c'est apparu comme, pas bande dessinée, mais dans les magazines comme dessin d'art. Madame Chanel, en 1937, pour le Harper Bazaar, a posé elle-même dans une suite de l'hôtel Ritz pour présenter le numéro 5. Chose jamais vue, le numéro 5 est apparu sur les écrans publicitaires pendant le Super Bowl, c'est-à-dire la finale de football américain, qui est un des plus grands rassemblements sportifs. Là, j'ai un fils qui me contrôle, Antoine, spécialiste de sport. Je crains de dire des bêtises, mais c'est pas grave. Grand phénomène sportif aux États-Unis, et pour la première fois, on voyait passer des encarts publicitaires d'un parfum, le numéro 5 de Madame Chanel. Et en 1952, ce n'était pas du tout prévu, ce n'a jamais été une égérie choisie du parfum. Marilyn Monroe, au fait de sa gloire, s'en empare spontanément. Ce parfum avec le numéro 5 de Chanel, et lorsqu'un journaliste lui demande « Madame Chanel, que mettez-vous la nuit pour dormir ?» Elle répond « Mais quelques gouttes de numéro 5. Que mettez-vous pour dormir ?» Je ne vais pas répondre que je suis nu, puisque j'ai quelques gouttes du parfum. Le parfum, ça habille. Et Jacques Helleux, directeur artistique de la Maison Chanel de 1965 à 2007, lance la mode des égéries pour incarner l'image d'un parfum. Alors, bien sûr, en 1968, il y a eu Catherine Deneuve qui a prêté sa beauté tellement française à ce parfum qui devenait tellement international, mais avant elle, il y avait eu Suzy Parker, Candice Bergen, Alice McGraw, puis il y a eu Lorraine Hutton, à nouveau Catherine Deneuve, Carole Bouquet, puis Estella Warren à nouveau, Nicole Kidman, Audrey Tautou, et enfin, bien sûr, ah non, j'avais oublié, Gisèle Bündchen et Marion Cotillard. Autre révolution dans la communication d'un parfum, ça ne s'était jamais vu. Un homme vient parler d'un parfum de femme, Monsieur Brad Pitt, qui flatte cette senteur. Et pour la première fois, un parfum né en 21 continue à être le parfum le plus vendu et le plus célèbre au monde, même si J'adore de Dior l'a quelque temps un tout petit peu surpassé. On s'est fait du souci chez Madame Chanel, mais c'est bon, elle a repris la tête. Et numéro 5 résiste donc aux modes et au temps qui passe. Peut-être a-t-elle découvert la formule de l'éternel féminin. Merci.